sort du coma d'un détenu palestinien en grève de la faim. Des affrontements ont lieu en ce moment même à Ashkelon où est hospitalisé l'homme. En Cisjordanie, on s'est mobilisé ce week-end pour le soutenir. Entre le risque de sa mort et la décision de le nourrir de force, Israël est confronté à un casse-tête. Le bilan des explosions de Tianjin en Chine revu à la hausse, plus de 100 morts, 1 millier de pompiers sont à la recherche des quelques 100 personnes toujours portées disparues. La crainte d'une contamination a été ravivée par la découverte de cyanure sur le site. Et puis alerte enlèvement en France, le petit Rifki a été retrouvé sain et sauf. Le garçon a été localisé en Gironde, son ravisseur présumé interpellé. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, c'est manifestation de soutien organisée ce week-end dans Cisjordanie, alors qu'un prisonnier palestinien en grève de la faim est tombé dans le coma. Son cas attire l'attention au moment où le Parlement israélien a adopté une loi qui autorise l'alimentation de force pour les détenus en grève de la faim. L'information vient de tomber. Les affrontements ont lieu en ce moment même à Ashkelon. C'est là qu'est hospitalisé ce membre de Djihad islamique. L'organisation menace d'ailleurs Israël d'en subir les conséquences si Mohamed Al-En venait à mourir. Et dans le même temps, eh bien, c'est le Hamas qui progresserait vers un cessez-le-feu à long terme avec Israël. On fait le point sur tout cela. C'est avec Maxime Perez. Tout le week-end, la rue palestinienne s'est mobilisée pour Mohamed Al-En. Ce prisonnier gréviste de la faim se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, où les médecins israéliens tentent par tous les moyens de lui sauver la vie. Les députés de la liste arabe unifiée se sont rendus sur place en signe de solidarité avec ce membre du djihad islamique arrêté il y a plusieurs mois avant d'être placé en détention administrative. À Gaza, son organisation a menacé de rompre le cessez-le-feu avec Israël si Mohamed Al-En succombait à sa grève de la faim. Une escalade que ne souhaite pas le Hamas, au moment où des sources turques confirment une percée dans les discussions menées depuis plusieurs mois, dans l'optique d'une trêve de longue durée entre Israël et le Hamas. Dimanche après-midi, le Premier ministre Ismaël Haniyeh s'est entretenu avec la direction du djihad islamique à Gaza. À l'issue de leur rencontre, le Hamas et son rival islamiste ont appelé la communauté internationale à intervenir en faveur des prisonniers administratifs palestiniens. Une manière de désamorcer la bombe. Et on reparle donc du cas de ce prisonnier palestinien dans le coma en gréviste de la faim. Pour en parler, nous sommes en liste avec professeur Rafi Walden, médecin pour les droits de l'homme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors ce cas, Alan, c'est un véritable test finalement pour cette loi sur l'alimentation forcée qui a été votée cet été en Israël. Eh bien, nous nous opposons catégoriquement à cette loi d'alimentation de force qui est considérée par toutes les instances médicales internationales et au sein d'Israël comme une sorte de torture inhumaine. C'est tout à fait l'attitude de l'association médicale israélienne dont le président a instruit tous les membres, tous les médecins en Israël de ne pas coopérer avec ce genre de pratique qui est considérée barbare et inhumaine. Au risque de voir ce prisonnier mourir ? Eh bien non, nous voyons exactement ce qui est arrivé maintenant avec Al-En. Du moment où un prisonnier, ou du moment où n'importe quel gréviste de la faim perd conscience, nous sommes autorisés par l'éthique médicale et par la conscience morale professionnelle aussi, de faire tout ce qu'il est possible pour lui sauver la vie. C'est ce qui est fait maintenant à l'hôpital Ashkelon. Donc on lui donne maintenant, on ne l'alimente pas de force, mais on lui donne une transfusion avec des fluides, avec des minéraux et des vitamines, tout ce qu'il faut pour le maintenir en vie. Nous espérons beaucoup qu'il restera en vie. Le grand problème, c'est qu'il faut bien savoir de qui il s'agit. Il ne s'agit pas de criminels de droit commun, il s'agit de prisonniers qui sont, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, en détention administrative. La détention administrative, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, ils ne sont pas présentés à un tribunal, ils n'ont pas droit à savoir même de quoi ils sont inculpés, et donc ils ne peuvent pas se défendre. Ça, en soi-même, c'est une torture.
Et d'autant plus que ça se répète tous les 6 mois, la détention administrative est renouvelée pour 6 mois encore. Il y a des détenus qui ont été emprisonnés comme ça pendant des années. Nous opposons catégoriquement. Alors justement, vous pensez que ce mouvement de grève de la faim qui a été entamé par de nombreux détenus peut pousser Israël à réviser sa politique de détention administrative ? Eh bien, la vaste majorité des grévistes de la faim étaient des détenus administratifs et non pas les autres. Et c'est pour ça qu'ils protestent. Je crois que c'est une protestation qui est tout à fait légitime dans des cas vraiment de désespoir de ces incarcérés. Et nous demandons au gouvernement israélien de changer cette politique. D'ailleurs, c'était l'attitude du président actuel, Rubi Rivlin, quand il était président du Parlement de la Knesset. J'ai eu une conversation avec lui. Il m'a raconté qu'il est absolument opposé à cette politique de détention administrative. Non plus que c'est fait en masse. Il y a maintenant presque 400 détenus administratifs en Israël. C'est une mesure dans laquelle on peut se servir dans des cas d'extrême urgence exceptionnelle, quand il y a vraiment un danger immédiat et qu'on ne peut pas amener des preuves tangentes. Mais quand on s'en sert d'une façon massive pour des centaines et des centaines de prisonniers, c'est une politique à laquelle nous nous opposons catégoriquement. Merci beaucoup, professeur Rafi Walden, pour cette réaction. En Syrie, ces nouveaux raids aériens du régime syrien qui ont fait au moins 82 victimes, en majorité des civils, des frappes qui coïncident avec la visite dans le pays du patron des affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien. Il effectue sa première visite dans le pays. Explication Myriam Aman. De la fumée, des cris, des ambulances et un bilan très lourd. Plusieurs dizaines de morts. L'aviation syrienne a bombardé dimanche un marché de la ville de Douma. Selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme, les victimes sont pour la plupart des civils. Douma, située à 13 km de la capitale, est tenue par les rebelles et régulièrement visée par des raids de l'armée de Bachar el-Assad. Violence également à Zabadani, autre ville tenue par les insurgés, ainsi qu'à Foua et Kafraya, les 2 derniers bourgs aux mains du régime syrien dans la province d'Idleb. Un cessez-le-feu était en vigueur dans ces 3 localités de mercredi à samedi. Mais les négociations pour la poursuite de la trêve sous la houlette du Hezbollah libanais et de l'Iran ont échoué. Dès l'expiration du cessez-le-feu, les bombardements dans ces 3 localités ont repris. Après l'échec des négociations, l'armée Al-Fateh compte achever ce qu'elle a commencé, la libération des 2 villages d'Al-Foua et Kefraya. Ces violences coïncident avec la première visite du nouveau patron des opérations humanitaires de l'ONU dans le pays. Stephen O'Brien s'est entretenu dimanche avec le chef de la diplomatie à Damas. Au menu, les besoins humanitaires de la Syrie. L'ONU, par la voix d'O'Brien, s'est dite prête à coopérer avec le gouvernement de Bachar el-Assad afin d'améliorer l'accès des secours vers les millions de déplacés et les civils victimes du conflit qui fait rage depuis 2011. Et c'est l'autre grand titre de l'actualité ce soir, le bilan des explosions de Tianjin en Chine qui s'alourdit. On parle désormais de 112 morts, près de 100 personnes. La plupart des pompiers manquent toujours à l'appel. Les autorités ont par ailleurs ordonné l'évacuation des habitations voisines du site des explosions par crainte d'une contamination car du cyanure de sodium hautement toxique a en effet été retrouvé sur les lieux, comme nous l'explique Joseph Emmanuel. Plusieurs centaines de tonnes de cyanure. Un risque majeur de contamination chimique pour des milliers de Chinois de Tianjin. 4 jours après les gigantesques explosions qui ont ravagé le port de cette grande ville, les autorités chinoises admettent ce qu'elles refusaient d'admettre jusqu'à présent. Du cyanure se trouve sur place. Nous avons confirmé que du cyanure de sodium se trouve dans 2 endroits. Mais ce produit chimique est hyper toxique. On ne peut donc pas donner les positions exactes. Nous estimons qu'il y a plus de 100 tonnes de cyanure. Un chiffre largement en dessous de celui dont parlent les médias chinois. Selon eux, 700 tonnes de cyanure de sodium se trouvent éparpillées sur l'ensemble du site, un composant très toxique en cas de contact avec la peau ou en cas d'inhalation, un composant à isoler d'urgence. Pour le cyanure de sodium qui a déjà été mélangé avec de nombreux autres matériaux, nous allons construire un mur d'1 mètre de haut pour l'isoler. Mais le mur pourrait ne pas suffire. Des spécialistes des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques sont arrivés sur place et l'agence Chine Nouvelle indique que la densité de cyanure dans les eaux usées était ce jeudi de 11 fois supérieure à la normale
Les autorités ont commencé l'évacuation des habitants, mais sur place, l'inquiétude est palpable. Il y aura certainement un impact sur la vie des habitants. J'habite ici depuis longtemps, je serai sûrement aussi touché. Et ils seront certainement nombreux à être touchés. Les vents étaient jusqu'à présent cléments et se dirigeaient vers la mer. Ils se dirigent maintenant vers les terres et les populations. Mais les mesures d'évacuation restent pour le moment circonscrites à la zone la plus proche du sinistre. Aucun plan à grande échelle n'est pour l'instant prévu pour cette ville de 15 millions d'habitants, même si le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 100 corps ont été retirés des décombres. On compte également plus de 700 blessés et plus de 80 pompiers disparus. Les habitants ne cèdent toutefois pas à la panique, mais déjà des voix s'élèvent. Les familles des victimes accusent les autorités de vouloir cacher la vérité, tandis que plusieurs sites internet ont été bloqués pour avoir officiellement diffusé des rumeurs. Et on prend tout de suite la direction de Shanghai où l'on rejoint Loïc Benatar, chef d'entreprise d'une société à Tianjin où a donc eu lieu l'explosion. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors on l'a vu, les craintes de contamination ont été ravivées. Du coup, les habitations voisines ont été évacuées. Est-ce que c'est le cas de vos employés à Tianjin? Alors, nos employés sont tous pas dans la zone qui est à proximité de l'explosion. Donc, les 3 km autour de la zone ont été évacués. Voire plus, ils considèrent peut-être d'évacuer voire 5 km autour de l'explosion. En fait. Alors, mais que vous nos employés sont à distance. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous disent en tout cas sur la gestion des autorités? On entend de nombreuses critiques sur le manque de transparence notamment. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui essaient d'être enterrées, qui sont déterrées, mais qui ne sont pas forcément confirmées ou infirmées par le gouvernement. C'est vrai que c'est comme d'habitude, on ne sait pas trop quelle est la vraie information. On sait que son nombre de blessés, c'est bien plus important. Son nombre de morts, on s'attend à quelque chose de bien plus important également. Et également sur les raisons du sinistre et les conditions préalables, est-ce qu'elles ont été respectées ou pas. On découvre chaque jour que des choses n'auraient pas dû se passer, comme la quantité de cyanure sur place, comme les habitations à moins de 1 km de cette zone de produits dangereux. Et c'est vrai que tous les jours, on découvre des choses qui sont évidemment illogiques. Alors vous parlez de ces produits dangereux. Les craintes de contamination ont été ravivées. Est-ce qu'il y a des mouvements de panique sur place? Écoutez, c'est difficile de savoir ce qu'il y a comme produit sur place. Alors c'est une zone où il y a tous les produits dangereux chimiques que vous pouvez imaginer sont tous stockés au même endroit. Donc s'il y en a une partie qui a explosé, ça a forcément affecté d'autres produits. Et c'est vrai que c'est assez difficile de savoir quelle est la conséquence de ces produits. Il y a un nuage qui est évidemment compliqué. L'ambassade américaine a demandé à ne pas sortir en cas de pluie. Là, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui et ce soir. Donc ne pas sortir parce qu'ils ont peur d'avoir des pluies toxiques. Et c'est vrai qu'on a du mal à savoir ce que c'est comme produit. Et moi, de notre côté, on a proposé à nos employés de venir en formation cette semaine à Shanghai pour essayer de voir, d'essayer d'éviter à eux et à leur famille de rester sur place. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qui va se passer. De toute façon, on ne saura rien. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que même si c'est très grave, on ne saura pas, au moins dans les temps, pour prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup Loïc Benatar pour ce témoignage. Et la situation est toujours aussi tendue sur l'île grecque de Kos, alors que l'île est débordée par l'afflux des migrants. Le gouvernement grec lui tente d'apaiser la situation. Plusieurs centaines de réfugiés syriens ont commencé à embarquer aujourd'hui sur un ferry. Il a été affrété spécialement pour eux. L'humeur, vous allez le voir, est agressive entre les réfugiés et les autorités, mais également entre les différentes communautés de migrants qui se trouvent sur l'île. Le récit de Joseph Emmanuel. Ce sont de véritables scènes de chaos que vit la petite île grecque de Kos depuis quelques semaines. Une île de 33 000 habitants à quelques kilomètres des côtes turques. Ils sont des centaines de migrants, des milliers parfois, à se battre pour obtenir de l'eau ou de quoi manger. Sous un soleil de plomb, ils attendent souvent des journées entières. Ce système n'est pas bon, je suis déjà ici depuis 7 jours. Mon ami est là depuis plus de 20 jours, sans nourriture, sans eau, sans rien. La situation est très dangereuse. Un danger auquel n'arrivent plus à faire face les responsables humanitaires. Sans détour, ils appellent à l'aide. Nous demandons aux autorités de nous aider. Nous sommes seuls.
Les autorités grecques semblent débordées par une situation qui empire chaque jour un peu plus, car chaque jour, ils sont des milliers à débarquer sur les côtes de la petite île grecque. Ils viennent essentiellement de Syrie, parfois d'Irak. Si je leur dis que je suis irakien, ils me feront partir en me disant qu'il n'y a pas de problème en Irak. Et pour résoudre un problème qui semble à beaucoup sans solution, un ferry a accosté pour embarquer quelques 2500 passagers, des migrants syriens. Objectif, apaiser une situation qui touche parfois au chaos sur cette île de moins de 300 km². Une île en rien préparée à accueillir autant de réfugiés. Près de 250 000 personnes ont franchi la Méditerranée cette année pour rejoindre l'Europe. La moitié est passée par les îles grecques. Ils attendent tous un laissez-passer pour atteindre Athènes ou une autre capitale européenne dans des conditions souvent extrêmes. Samedi, des dizaines de migrants se sont affrontés à coups de poing et à jets de pierre. Une quarantaine de policiers anti-émeutes a alors été dépêchés sur place pour ramener l'ordre sur une île de plus en plus désorientée. Et la première destination des demandeurs d'asile en Europe reste l'Allemagne, qui fait difficilement face à un afflux massif de réfugiés dans ses centres d'accueil. Les installations d'urgence se multiplient, mais elles demeurent insuffisantes. 300, 400 et maintenant 500 000. En Allemagne, première destination européenne pour les réfugiés, les prévisions pour 2015 ne cessent d'augmenter. Mais les solutions d'hébergement, elles, ne suffisent plus. Les ministres multiplient les visites dans les centres d'accueil, comme le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu jeudi dans un foyer dans l'est de l'Allemagne pour tenter de rassurer sur la situation. C'est un grand défi qui nous attend et dont nous viendrons à bout. Ce n'est pas infaisable. Tentes, conteneurs ou halles gonflables, tous les moyens d'hébergement possibles sont utilisés. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, a aussi promis de fournir 7000 places supplémentaires en utilisant notamment des casernes de soldats. À Berlin, la situation devient également critique. Pour cette ancienne maison de retraite qui a été reconvertie en centre d'accueil, c'est une véritable gestion de crise. Je sais bien que le nombre de réfugiés qui arrivent à Berlin augmente. Mais nous ne pouvons pas prendre plus de réfugiés, car nous avons une capacité d'hébergement limitée. Plusieurs solutions sont donc à l'étude. Un examen plus rapide des demandes d'asile ou encore la stricte limitation des demandes venues des Balkans. Mais il faut faire vite avant l'hiver, lorsque les tentes ne seront plus une solution tenable. En France, difficile pour l'heure de savoir ce qu'il s'est exactement passé cette nuit. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, le raid a été brièvement déployé autour d'un bâtiment qui appartient au ministère de l'Intérieur après l'attaque d'un gardien de la paix. 2 suspects sont toujours en fuite. C'est la piste criminelle qui est privilégiée, comme nous l'explique Léa Berdugo. La scène s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche, au sein de ce bâtiment du ministère de l'Intérieur situé à Pantin, en région parisienne. Un policier a été blessé par balle par 2 hommes cagoulés qui s'étaient introduits sur le site. Les 2 individus seraient entrés par les locaux administratifs en passant par une autre entreprise installée dans un bâtiment adjacent. Un des hommes aurait braqué le policier tandis qu'un second l'a neutralisé et lui aurait volé son arme. L'agent a ensuite été touché par un tir à l'abdomen. Il a pu prévenir une de ses collègues. Le policier a ensuite été conduit à l'hôpital. Selon le ministère de l'Intérieur, il pourrait s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné. Le ministre Bernard Cazeneuve indiquait dans un communiqué que pour l'heure, l'hypothèse crapuleuse était privilégiée. Dimanche matin, une unité du raid avait brièvement été déployée. Le site, vaste de 15 000 à 25 000 m², sert principalement de garage pour des véhicules de la police. Il comprend également un stand de tir, mais n'est pas utilisé comme un dépôt de munitions. Un vaste périmètre de sécurité a été déployé dans la zone industrielle de Pantin. Les 2 suspects sont toujours recherchés. Toujours en France, un mot de sport. Le 15 de France s'est poussivement engagé sur le chemin de la Coupe du Monde avec une défaite frustrante contre l'Angleterre à Twickenham samedi pour son premier galop d'essai à 1 mois de la compétition. Et à 34 jours de leur entrée dans la Coupe du Monde, les rugbymen tricolores sont toujours confrontés à une pile de doutes et de lacunes qui semblent rédhibitoires pour prétendre au titre. Écoutez le capitaine de l'équipe de France. On a su prendre le dessus à certains moments.
Mais bon, après, il y a eu des choses moins bonnes aussi. Donc, ouais, il faut relativiser et surtout garder cet état d'esprit, quoi. Je pense que ce soir, on était bien physiquement. On avait vraiment envie de les agresser et jouer collectivement. Donc, il faut garder ça. Et je suis persuadé que le meilleur reste à venir. Ouais. Et direction l'Indonésie, où un avion s'est écrasé avec 54 personnes à bord. L'engin de la compagnie indonésienne Trigana Air avait disparu des écrans radars ce matin. Il survolait la région indonésienne de Papouasie, dans l'est du pays, lorsque le contact a été perdu. Les précisions de Léa Berdugo. Le contact avait été perdu ce dimanche au-dessus de la province indonésienne de Papouasie. Des habitants affirment avoir trouvé l'épave de l'avion disparu. Les autorités ont vite réagi. Les informations fournies par les habitants de la localité rapportent que l'avion se serait écrasé sur le mont Tanggok. En ce qui concerne les détails, l'enquête est toujours en cours. L'avion transportait 54 personnes. L'appareil avait pour destination Oxybil, une localité montagneuse reculée, uniquement accessible par voie aérienne. Selon les services de secours, l'avion volait depuis une trentaine de minutes lorsqu'il a disparu. La compagnie aérienne Trigana Air soupçonne un problème météorologique et écarte un problème de surcharge. Les recherches continueront demain dans la matinée. Les représentants officiels de l'agence de recherche et de sauvetage iront sur place avec le directeur général de la compagnie d'aviation plus tard dans la soirée afin de faciliter les efforts d'évacuation et de clarifier la situation pour les familles des passagers. Les avions de cette petite compagnie desservent une quarantaine de destinations intérieures. Ce n'est pas la première catastrophe aérienne qui se produit en Indonésie. Dernière en date, début juillet, un avion de l'armée de l'air s'était écrasé en pleine ville à Medan, au nord de l'archipel. Bilan, 142 morts. Et on revient sur l'une des principales informations ce soir. Cette situation qui est toujours tendue sur l'île grecque de Kos, alors que l'île est débordée par l'afflux des migrants. Et le gouvernement grec tente donc d'apaiser la situation, notamment avec l'affrètement d'un ferry sur lequel ont embarqué plusieurs centaines de réfugiés syriens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre-Henri, président de France Terre d'Asile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces mesures du gouvernement grec pour améliorer les structures et les procédures d'accueil des migrants, est-ce qu'elles sont suffisantes à vos yeux? Évidemment qu'elles ne sont pas suffisantes, mais la Grèce a tellement de sujets à traiter aujourd'hui qu'il n'est pas très étonnant qu'elle soit débordée par l'afflux de migrants qui arrivent sur les îles qui se trouvent en face de la Turquie. Je voudrais rappeler ici qu'il y a 1 800 000 réfugiés syriens en Turquie et que pour beaucoup d'entre eux, c'est la survie qui s'opère en Turquie, où ils peuvent vendre leur force de travail environ 30% du salaire local. Dans ces conditions, il est logique qu'un certain nombre de personnes cherchent à rentrer en Europe et notamment par la Grèce. Et ce qui se passe là n'est pas très nouveau. C'est une situation exacerbée, mais elle n'est pas nouvelle. La Grèce ne fait pas face depuis fort longtemps à l'afflux de migrants et de réfugiés. Et cela interroge immanquablement la solidarité des pays de l'Union, des 28 pays de l'Union. Et puis cela aussi impose, à mon sens, à la communauté internationale de rechercher une solution politique au conflit syrien. Alors concrètement, oui. Mais que peut faire l'Europe pour, en tout cas, dans un premier temps, avant de trouver une issue au conflit syrien, ce qui n'est pas à l'ordre du jour en tout cas, qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant pour décharger la Grèce de cette pression? Tout simplement exercer la solidarité entre les 28 États membres. Je rappelle que l'Europe, c'est 508 millions d'habitants et que l'année dernière, l'Europe a accueilli 600 000 demandeurs d'asile à 28 pays, pendant que la Turquie en accueillait 1,8 million et que la Jordanie 1 million, que le petit Liban accueillait plus d'1 million de réfugiés, donc elle doit faire plus et mieux et aider évidemment en ce moment précis la Grèce
à faire face à ses obligations, comme elle doit aider également l'Italie. Sinon, il y a des mouvements secondaires migratoires qui se déroulent dans toute l'Europe et qui interrogent tous les systèmes d'accueil et qui provoquent un grand désordre et qui interrogent cette notion essentielle qui est à la base et au cœur du projet européen, qui est la solidarité. Merci beaucoup Pierre-Henri, président de France Terre d'Asile. En Tchétchénie, les autorités ont inauguré cet été la première plage destinée exclusivement aux femmes. Le projet a pris forme sous la présidence de Ramzan Kadyrov avec l'appui des Russes. Le dirigeant a réussi à lever des fonds pour l'inauguration de cette plage non mixte dans ce pays à majorité musulmane. Les explications, c'est avec Léonore Jory. Au bord de la mer de Grosny, les femmes peuvent désormais profiter des plaisirs balnéaires, loin des regards masculins. C'est en Tchétchénie qu'a ouvert la semaine dernière la première plage exclusivement réservée à un public féminin. Elles sont donc des dizaines à avoir participé à l'inauguration du nouvel espace, plus de 5000 m² entourés d'une clôture de 3 mètres de haut et géré par un personnel entièrement composé de femmes. Seuls les garçons de moins de 12 ans, accompagnés de leur mère, sont admis à l'entrée. Maintenant, sans quitter le territoire de notre République, nous pouvons nous détendre ensemble en famille. Nous pouvons venir ici nager dans un endroit qui est loin du regard des hommes. Dans une région à majorité musulmane, le gouvernement du président pro-russe Ramzan Kadyrov ne compte pas s'arrêter là. La plage n'est que la première étape dans la construction d'un grand pôle de loisirs. Le chef de notre République a créé pour nous, pour les femmes, cet endroit merveilleux où nous pouvons nous détendre. Et nous sommes très heureuses. Nous aimerions que cette plage soit gratuite, qu'elle soit préservée pour rester aussi belle et aussi propre qu'elle l'est maintenant. J'aime beaucoup cette plage, c'est vraiment beau ici. Alors que les femmes affichent leur enthousiasme face au micro des journalistes, la réalité peut être un peu moins rose. Depuis plusieurs années, le président impose des lois influencées par l'islam radical. Les droits des femmes y sont progressivement réduits et les ONG s'inquiètent de la situation. Voilà donc pour cette première partie du Grand Direct. Restez avec nous, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Ce sera l'heure d'un débat sur notre plateau, car c'est du jamais vu dans l'histoire de l'armée israélienne. Le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, a dévoilé sa stratégie dans un document qui est non classifié. C'est un texte qui définit les objectifs de l'armée, mais également les méthodes pour les atteindre. Nous verrons pourquoi ce texte maintenant avec nos experts. C'est dans une poignée de secondes et c'est sur i24 News. Restez avec nous. Tension autour du coma d'un détenu palestinien en grève de la faim. Des affrontements ont lieu en ce moment même à Ashkelon où l'homme est hospitalisé. En Cisjordanie, on s'est mobilisé ce week-end pour le soutenir. Entre le risque de sa mort et la décision de le nourrir de force, Israël est confronté à un dilemme. En Chine, le bilan des explosions de Tianjin revu à la hausse, plus de 100 morts. Un millier de pompiers sont à la recherche des quelques 100 personnes toujours portées disparues. La crainte d'une contamination a été ravivée par la découverte de cyanure sur le site. Et puis alerte enlèvement en France, le petit Rifki a été retrouvé sain et sauf. Le garçon a été localisé en Gironde, son ravisseur présumé interpellé. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour ce nouveau journal. Le Grand Direct, c'est la suite et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'armée israélienne. Le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, dévoile sa stratégie dans un document non classifié. Un texte qui définit les objectifs de l'armée israélienne et les méthodes globales pour les atteindre. On va en débattre dans un instant avec nos invités. Mais tout d'abord, les grandes lignes de ce document avec Maxime Pérez. 6 mois après son entrée en fonction, le général Gadi Eisenkot n'a pas encore connu de baptême du feu, mais il vient de marquer son empreinte à la tête de l'armée israélienne. Dans un document de 33 pages, le chef d'état-major expose publiquement sa doctrine. Ce que doit être selon lui la stratégie de Tsahal dans les années à venir, un livre blanc où Gadi Eisenkot dresse une radioscopie des menaces sécuritaires et la façon dont l'armée doit y faire face ou même les anticiper. Tant qu'Eisenkot sera aux commandes de Tsahal, Israël n'initiera aucune guerre. Mais si un conflit armé lui est imposé, l'armée optera pour un mode d'action offensif, la seule façon d'obtenir des résultats militaires probants face à des organisations comme le Hamas, le Hezbollah et plus largement la mouvance djihadiste. En attendant, Israël tentera de contenir toute escalade à ses frontières. La recette, renforcer les capacités du renseignement militaire
et agir en amont par des opérations combinant l'armée de l'air et les forces spéciales. Si le document de Gaïdi Eisenkot a été déclassifié, certaines clauses sont restées secrètes puisqu'aucune mention n'est faite du programme nucléaire iranien. La menace posée par la République islamique n'est évoquée qu'à travers son soutien au Hamas et au Hezbollah. Ces deux organisations sont au cœur de la doctrine sécuritaire israélienne. À Gaza et surtout au sud Liban, le chef d'état-major de Tsahal évoque le bombardement de dizaines de milliers de cibles, suivi ou accompagné par une opération terrestre limitée. Mais prudence, l'objectif ne sera pas d'éradiquer le Hamas ou le Hezbollah, mais plutôt de créer une nouvelle donne sécuritaire aux frontières nord et sud d'Israël. En exposant sa doctrine militaire, Gaïdi Eisenkot poursuit plusieurs objectifs. Le premier consiste à se distancer de l'échelon politique dont les atermoiements sont en partie responsables des échecs opérationnels constatés lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006 et à moindre mesure pendant les 50 jours de guerre à Gaza l'été dernier. Le document du chef d'état-major israélien protège donc l'institution militaire, mais il prépare aussi Tsahal à des changements structurels en profondeur. Eisenkot rêve en effet d'imposer le modèle de commandement américain et de réduire les effectifs d'une armée qu'il juge trop pléthorique. Un clin d'œil au récent rapport de la commission Locker qui préconise une énième cure d'austérité pour l'armée israélienne. Une certitude, la révolution Eisenkot ne fait que débuter. Et on en parle de cette révolution avec nos invités. J'accueille Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier des renseignements militaires, et Freddy Eitan, merci d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël. Raphaël Jérusalemi, cette stratégie de Tsahal qui est dévoilée au grand jour pour la première fois, pourquoi maintenant? Alors, politiquement, je laisserai Freddy Eitan répondre. Sur le plan militaire, je suis ravi. Je pense, ça faisait longtemps qu'on attendait un chef d'état-major qui défendent l'armée face au niveau politique. L'armée restera soumise aux lois démocratiques et aux décisions du gouvernement. Mais pour une fois, il ne met même pas le point sur la table, il met juste les points sur les i. Et il était temps qu'un grand général, ça n'a pas été le cas malheureusement avec les précédents chefs d'état-major, le plus catastrophique à mon avis pour moi c'était Ehud Barak, dans le sens où il ne prenait pas la défense de l'institution militaire suffisamment en compte par rapport aux politiques. En plus, il se rend service au niveau politique, parce qu'il exprime ce qui n'a pas été fait en 2006, lors de la Seconde Guerre du Liban, ce qui n'a pas été fait à bordure protectrice. Il explique au gouvernement ce dont Tsahal est capable, ce que Tsahal est capable de faire selon telle ou telle décision du gouvernement. Les choses sont beaucoup plus claires, les scénarios sont mis en place. Il y avait à l'époque 66 possibilités d'opération contre Gaza dans les tiroirs. Mais il y en avait trop et le gouvernement a bégayé. Si vous vous rappelez le début de bordure protectrice, il y a eu un bégaiement politique. Combien on rentre, combien on déploie, est-ce qu'on rentre dans Gaza, terrestre, pas terrestre. Tous ces bégaiements-là n'étaient pas uniquement la faute du politique, c'était aussi parce qu'il n'y avait pas en face un chef d'état-major qui montre aux politiques les différentes possibilités, les choix à faire. Je pense qu'Eisenkot fait en service au gouvernement et à l'armée d'une très grande manière et à l'opinion publique qui était tout de même un petit peu déçue des récents résultats de l'opération. Vous êtes d'accord? Eisenkot rend service au gouvernement alors que finalement on a l'impression qu'il est en train de se protéger de ce gouvernement parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses dissensions entre les deux sphères politiques et militaires lors des derniers conflits. Non, il faut voir les choses d'une autre manière. Il y a un budget qu'on doit, dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, donc voter à la Knesset. C'est un budget de 2 ans, parce que c'est la fin de l'année, hein, déjà. Et donc, sur le plan politique, à chaque fois qu'il y a, à la veille d'un vote de budget, l'armée, évidemment, explique d'une manière un peu gonflée les situations. Non, mais j'y arrive. Donc, il y a d'abord l'aspect sur le plan de l'argent, du budget. Ça, c'est important. Face aussi à la commission Locker qui a été remise, si vous voulez, le dossier a été remis dans un tiroir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la donne géopolitique a changé. Il n'y a plus de guerre conventionnelle. Et c'est là l'importance. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans une situation
ou les guerres qu'on avait connues depuis 1956, depuis 1948 même, contre des armées conventionnelles, guerre de chars contre chars, artillerie contre artillerie, cela a changé. Donc nous avons d'autres ennemis, proches et lointains. Alors les proches, c'est surtout aussi le terrorisme. Il y en a deux. Il y a le Hezbollah au nord et il y a au sud donc le Hamas. Alors comment faire? De quelle manière? Il faut trouver donc les moyens. L'armée est assez grande, l'armée est importante. L'armée, c'est l'armée du peuple. L'armée, c'est Tzva Haganah l'Israël, c'est-à-dire l'armée de défense de l'État d'Israël. Eisenkot veut changer. Ce n'est pas seulement la défense, c'est aussi l'attaque. C'est aussi essayer de trouver par des unités spéciales arriver au-delà des frontières. Et d'ailleurs, c'est la doctrine... En tant que diplomate, vous en connaissez le prix. Si Israël passe aujourd'hui à une stratégie d'offensive, ça peut lui coûter cher diplomatiquement. Non, je ne parle pas d'offensive, d'attaque contre un pays. Je parle d'une offensive contre des ennemis potentiels. Et aujourd'hui encore, parce que, comme vous le savez, Assad perd. L'armée syrienne, par exemple, a quitté le Golan. Qui va remplacer l'armée syrienne? Ce sont les rebelles. Et donc, on a un problème, par exemple, sur le plateau du Golan. Nous devons combattre, nous devons avoir. Alors, qu'est-ce que c'est l'armée? L'armée, c'est trois grandes unités, si vous voulez, trois grands corps. C'est l'air, c'est-à-dire la maîtrise du ciel. Il y a évidemment comment dirais-je, l'armée de l'infanterie, l'armée de terre. Et il y a la marine, évidemment, mais il y a un autre aspect que Eisenkot le dit et il souligne, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire la guerre cyber, la guerre Internet, la guerre qui est évidemment importante. Israël est préparé à cette guerre cybernétique? On dit que c'est la menace de demain. Oui, elle est préparée, elle s'y prépare de plus en plus. N'oublions pas que sur ce plan-là, nous le savons, nous sommes très très forts en Israël. Et dans l'armée, les meilleurs éléments aujourd'hui sont recrutés d'ailleurs à la sortie du Technion. Les concurrents de Microsoft et de Intel, c'est l'armée. Prendre les meilleurs pour gérer cette unité qui est croissante, elle n'arrête pas de s'accroître de la guerre cyber. Ceci étant dit, bien que la donne ait changé, il n'y a plus, comme Freddy Eitan l'a dit, la même menace stratégique d'État à État, sauf très loin comme l'Iran, qu'il y avait auparavant. Mais l'armée doit faire des choix. Dans Bordure Protectrice, vous avez la suprême technologie, donc arrêter un missile en plein vol, et vous avez la nécessité d'aller à pied dans un tunnel. Et donc là, un choix doit être fait. Il faut avoir des unités commando, spécialistes tunnels, qui soient entraînées que pour ça. Et ça sert à quoi d'avoir eu, à l'époque de Bordure Protectrice, 40 000 ou 30 000 réservistes déployés autour de Gaza, qui n'ont rien fait, qui ne pouvaient pas faire grand-chose. On a envoyé Golani, on a envoyé les combattants entraînés. La faute à l'échelon politique ou militaire? L'échelon politique a voulu un petit peu faire peur au Hamas peut-être, ou montrer que Israël était décidé. Mais ça coûte extrêmement cher, si on parle budget. Amener 30 000 réservistes juste pour faire de l'effet, ça fait un petit peu cher tout de même. Il y a juste un point que je regrette dans le rapport Eisenkot qui me paraît extrêmement important, qui est justement en rapport avec ce que Freddy Eitan a dit dans son analyse. C'est la perception de la menace. Or, lorsque Eisenkot parle d'une menace non stratégique, mais très importante, celle du Hamas, je crois qu'il a tort. Le Hamas est une menace stratégique, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Hamas ici, un Hezbollah là. Le terrorisme est global. Étant global, il devient plus dangereux même qu'un État, parce que c'est une bête énorme. La seconde raison, c'est que les dommages que peut créer une organisation terroriste sont tout aussi existentiels que si la Syrie nous attaquait. Pourquoi? On l'a vu dans Bordure Protectrice en tout petit. On a bloqué l'aéroport de Ben Gurion. Pendant 2 mois, l'économie israélienne était au ralenti, presque bloquée dans certaines régions. Si ça avait duré 6 mois, c'était un étranglement du pays. Et donc, à mon avis, ça devrait être classé en stratégique, même si ce n'est pas comme une guerre classique d'État à État. Et justement, dans cette guerre qui n'est pas classique, dans ces conflits asymétriques, l'un des principaux problèmes en tout cas, c'est cet enchevêtrement finalement des zones civiles et militaires, ce qui donne des victimes collatérales. Et ça, c'est très difficile à gérer d'un point de vue diplomatique, Freddy Eitan. Oui, non seulement diplomatique, mais c'est parce que l'arrière est devenu le premier front. Absolument. C'est là la différence aussi. C'est parce qu'on est à l'ère des missiles, à l'ère des roquettes.
Mais il faut dire autre chose. Il faut dire aussi que le problème, c'est que dans un pays démocratique, évidemment, l'armée obéit à la classe politique, au gouvernement, au chef du gouvernement. Mais si le gouvernement ne définit pas l'objectif, le but exact, par exemple dans bordure protectrice, Israël n'est pas capable, pour des raisons économiques, comme vient de dire Yerushalmi, d'avoir une guerre d'usure. On n'est pas capable. On avait, dans les années 70, entre 69 et 72, il y avait une guerre d'usure. On a eu plus de 1500 soldats tués. Il y a eu pendant cette guerre d'usure, parce que c'était une guerre statique. Il y avait ce qu'on appelle la ligne Maginot israélienne, la ligne Bar-Lev. Cela a changé aujourd'hui. Nous devons être mobiles. Et Eisenkot veut être mobile, dans le sens de ne pas attendre. Et là, au contraire, aller au-delà des frontières. Israël peut se le permettre ? Israël peut se permettre, évidemment. Cela a été la tactique et la doctrine de Ben Gourion. Parce que la doctrine de Ben Gourion, c'est quoi? C'est d'abord la dissuasion, d'une part. C'est aussi prouver par là que nous sommes capables d'aller au-delà des frontières. Toutes les opérations de Tzahal, je ne parle pas seulement d'Entebbe ou d'Osirak attaqué, mais c'est aussi les opérations commando. Je vous rappelle, un radar entier, clé en main, nous avons pris près d'Aswan, en 69. Il y a eu des opérations assez extraordinaires que nous avons commises au-delà des frontières. Il y avait l'unité 101 de Sharon. Donc il y a eu des opérations coup de poing, je dirais, au-delà des frontières qui a prouvé et qui a dissuadé. Et là, en 2002, ce qui s'est passé en 2006, c'est que la tactique était différente. On a eu un chef d'état-major qui était de l'aviation. Donc, deuxième guerre du Liban, vous évoquez. La deuxième guerre du Liban, donc il y a là un problème. Si on attaque seulement le quartier du Hezbollah à Beyrouth, ça s'arrête là. C'est bien, c'est important. Mais il faut aussi l'infanterie, il faut arriver. Parce que comme Obama aussi fait une erreur, on ne peut pas attaquer Daesh s'il n'y a pas underground, comme il dit, boots on the ground, c'est-à-dire avec des troupes déployées sur le sol, mais c'est toujours la même problématique, celle à laquelle également est confronté Israël, le problème des victimes collatérales, et on sait qu'il y en aura de nombreuses. Mais évidemment, toute guerre est sale, vous savez, c'est hélas. Quelle va être la principale menace de demain pour Israël? Si Israël devait, en tout cas, devancer une menace, laquelle est la plus urgente selon vous? Je pense que nul ne peut être devant au Proche-Orient. Et si M. Eisenkot rêve qu'il n'y aura pas de guerre durant sa tenue, je crois qu'il est très optimiste. Tout peut changer, et spécialement en ce moment, où tout est en train de se chambouler, des alliances, des contre-alliances, des sous-alliances. Je pense qu'il est assez évident aujourd'hui que c'est l'axe Iran-Hezbollah qui est le plus dangereux, avec de l'autre côté le Qatar qui donne de l'argent. C'est de là que vient la menace. Je pense que ce document d'Eisenkot renforce l'idée que nous allons faire passer au Hezbollah qu'à partir du premier missile venant du Liban, il y aura une pluie de bombes sur le Liban et pas seulement sur le Hezbollah, car nous tiendrons le gouvernement libanais et l'armée libanaise pour responsables. Ça sera donc tout de suite une réaction extrêmement forte d'Israël. On n'attendra pas, même pas 24 heures. Je pense que ça, le Hezbollah le comprend très bien. L'Iran aussi. Et donc, ils se préparent doucement, parce qu'ils n'ont pas l'intention de laisser tomber. Ils se préparent à une guerre, une vraie guerre. Il n'y aura pas, à mon avis, une confrontation comme il y a eu avec Gaza. Ça sera de plus grande ampleur. Mais je pense aussi que la riposte israélienne sera beaucoup plus vive, beaucoup plus, malheureusement, il y aura des victimes. Merci beaucoup Raphaël Gerushalmi, merci Freddy Eitan d'avoir participé à ce débat. On passe en revue le reste de l'actualité. Tout d'abord, direction le Pakistan, car il s'agit de l'attaque la plus meurtrière perpétrée dans le pays depuis le double attentat suicide contre une église de Lahore. Un attentat suicide a fait au moins une dizaine de morts dans le ouest du pays, où se tenait un meeting politique. Parmi les victimes, un ministre provincial. Explication, Maël Benoliel. Il est environ midi, heure locale, quand les télévisions pakistanaises interrompent leur programme pour une édition spéciale. Un double attentat suicide visant un rassemblement politique vient de se produire dans le nord-ouest du pays, à Shadi Khan, un village situé à environ 70 km de la capitale, Islamabad.
Au moins 14 morts et plus de 20 blessés sont à déplorer dans cette attaque, la plus meurtrière perpétrée au Pakistan depuis le double attentat suicide contre une église dans l'est du pays qui a fait 17 morts en mars dernier. Je suis venu ici pour honorer un mort. J'avais quitté le lieu 5 minutes avant et mon père y était encore. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai entendu une grande explosion. J'ai couru pour revenir ici et j'ai vu que le bâtiment n'était plus qu'un tas de gravats et il y avait un cordon de police. Je leur ai dit de me laisser passer car mon père est sous les gravats. Une attaque dans laquelle est mort le ministre de l'Intérieur de la province du Pendjab, la plus peuplée du pays. Shouza Khanzada était en train de donner une conférence devant une quarantaine de personnes lorsque le toit de l'édifice s'est effondré sous le souffle de la déflagration. J'étais à proximité quand l'explosion a eu lieu. Ça a fait beaucoup de bruit. J'ai tout de suite su que c'était un attentat et qu'il visait le ministre de l'Intérieur du Pendjab, le colonel Shouza Khanzada. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu ces hommes fouiller les décombres. Ils portaient secours aux blessés aussi. Puis la police est arrivée, les ambulances et l'armée. Selon les autorités, cet attentat pourrait porter la marque d'un des nombreux groupes djihadistes actifs que compte le Pakistan. Même si pour l'heure, cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Ce samedi, l'ancien chef des puissants services de renseignement pakistanais est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale. Considéré comme l'un des principaux architectes de la propagation du terrorisme islamiste dans son pays, le général Hamid Gul restera dans les mémoires au Pakistan comme une personnalité très controversée. Allez, retour en Israël avec cette nomination controversée, celle de Dani Danon au poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU. On en parle avec vous, Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Alors, si cette nomination est controversée, c'est avant tout parce que Dani Danon est connu pour ses positions contre cette fameuse solution de 2 États pour 2 peuples. Oui, c'est l'aile droite du Likoud. C'est un homme qui s'est positionné contre 2 États pour 2 peuples, qui est favorable, dans le meilleur des cas, une autonomie pour les Palestiniens à l'intérieur des territoires, qui refuse le démantèlement des implantations juives en Judée-Samarie. C'est un homme, on va dire, véritablement de la droite idéologique du Likoud. Et bien entendu, cette nomination ne fait pas plaisir à la gauche et au centre israélien. Yair Lapid a affirmé que ce n'était pas une nomination professionnelle. Tzipi Livni a affirmé que Benyamin Netanyahou cherche avant tout son intérêt, plutôt que l'intérêt de la nation en nommant Dani Danon. Mais d'une certaine manière, il faut rappeler que et la gauche et le centre qui ont accepté le principe d'un ministre des Affaires étrangères comme Avigdor Lieberman au cours des 6 dernières années. Bon, à partir du moment où on a un ministre comme Lieberman, on peut même aussi avoir un ambassadeur d'Israël à l'ONU comme Dani Danon. Oui. Alors en tout cas, vous le disiez tout à l'heure, c'est Tzipi Livni qui accuse Benyamin Netanyahou de préserver ses propres intérêts. C'est pas la seule à penser ça, parce qu'il s'agirait en fait pour le Premier ministre d'écarter l'un de ses principaux rivaux. Oui, il y a plusieurs manières de se débarrasser d'un adversaire encombrant en politique. Il y a par exemple le moyen de le limoger. Cela a été fait par Benyamin Netanyahou l'été dernier, lorsque Dani Danon était vice-ministre de la Défense, qu'il a pris des positions très critiques envers la position du gouvernement Netanyahou pendant l'opération bordure protectrice. Benyamin Netanyahou l'a limogé. On peut aussi, par exemple, le placer dans un petit portefeuille ministériel, comme Benyamin Netanyahou l'a fait il y a quelques mois en le nommant ministre des Sciences et de l'Espace. Il y a certains petits malins qui ont affirmé à l'époque que si Benyamin Netanyahou pouvait envoyer Dani Danon dans l'espace, il l'aurait fait. Donc ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution, c'est d'envoyer à l'étranger, loin, on va dire, des centres névralgiques, du cœur de la politique israélienne, c'est-à-dire la Knesset d'une part, et le comité central du Likoud, dont, par hasard, Dani Danon est président. Et donc, Benyamin Netanyahou veut essayer de neutraliser ce troublion politique qu'est Dani Danon et de l'écarter surtout de la présidence du comité central, parce que Benyamin Netanyahou ne veut pas que le poids politique du comité central soit modifié. Benyamin Netanyahou lui-même avait réduit les prérogatives de ce comité central. Il craignait que Dani Danon veuille récupérer une partie de ses prérogatives et le mettre en difficulté.
il veut se débarrasser de Dani Danon. Cela ne veut pas dire qu'il a réglé tous ses problèmes, parce que par exemple, Miri Regev, qui est aujourd'hui ministre de la Culture, eh bien, envisage, de se présenter comme remplaçante de Dani Danon au poste de présidente du comité central du Likoud. Donc Benyamin Netanyahou aura tout de même du fil à retordre avec certains de ses opposants, mais d'une certaine manière, cela lui permet, ça arrange tout le monde. Ça arrange Benyamin Netanyahou, ça arrange aussi Dani Danon, parce que Dani Danon va pouvoir se frotter d'une certaine manière à, on va dire, l'élite de la diplomatie internationale. Il va être à New York, où il y a une importante communauté juive extrêmement riche. Cela peut aider pour ceux qui ont des prétentions, qui envisagent, ne serait-ce que, comme l'a dit Dani Danon, d'être une fois Premier ministre. Donc cela profite un peu à tout le monde. Et tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. On va voir si tout le monde y trouve son compte sur un autre dossier. C'est celui du gaz. Il fait la une de l'actualité car le gouvernement israélien a donné son feu vert à cet accord controversé sur le gaz naturel. Un accord entre l'État israélien et le consortium d'énergie qui inclut Noble Energy basé aux États-Unis. Alors selon Netanyahou, l'accord va renflouer les coffres de centaines de milliards de shekels. On voit ça avec Myriam Aman. On en parle avec vous tout de suite après. L'accord controversé sur le gaz naturel a franchi une première étape, celle du vote du gouvernement israélien. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une décision historique qui renflouera les caisses de l'État. Cette décision permettra une entrée conséquente dans les caisses de l'État, des centaines de milliards de shekels. Cet argent profitera au secteur de l'éducation, de la santé, du social et à d'autres besoins nationaux. 22 milliards de mètres cubes de gaz attendent depuis 5 ans d'être exploités. Ce gisement titanesque se trouve au large de Haïfa, dans le nord d'Israël, et porte bien son nom, Léviathan. Son accès est bloqué faute d'un accord définitif entre le gouvernement israélien et les compagnies gazières. Jusqu'ici, les différents accords conclus avec le gouvernement n'avaient pas passé le barrage de la Knesset. Les deux sociétés, l'américaine Noble Energy et l'israélienne Delek, étaient accusées de vouloir abuser de leur situation de monopole sur les ressources découvertes depuis 2009, avec un objectif: dicter les prix du gaz en Israël. Dans le nouvel accord, Noble Energy et Delek s'engagent entre autres à pratiquer des prix acceptables auprès du public israélien et à démanteler le monopole grâce à l'entrée sur le marché de nouvelles compagnies. Reste à franchir l'étape du Parlement. Le vote n'aura lieu qu'en septembre ou octobre. Et l'épreuve est loin d'être gagnée. Les opposants à cet accord sont nombreux. Alors si les opposants à cet accord sont nombreux, c'est parce qu'on ne sait pas encore à qui il va véritablement profiter. Est-ce qu'il va profiter aux citoyens israéliens? C'est toute la question. C'est ce que souhaite par exemple l'opposition. C'est-à-dire là maintenant on a bien compris qu'il fallait que cet accord passe l'obstacle de la Knesset. Et aujourd'hui au sein de la Knesset, par exemple, l'opposition de gauche, les travaillistes, refusent de cautionner cet accord en affirmant que justement il va surtout profiter aux grandes compagnies gazières et défavoriser, on va dire, l'Israélien moyen. Or, c'est l'Israélien moyen qui doit profiter aujourd'hui des ressources que lui offre la nature et qui lui offre le sous-sol de l'État d'Israël, le sous-sol maritime de l'État d'Israël. Et donc, d'une certaine manière, tout n'est pas encore réglé du point de vue de la Knesset. Il faut rappeler qu'il y a 2 mois, on avait tenté de faire voter cet accord par le gouvernement. Un ministre s'était rétracté. Il avait tout fait pour que cela ne soit pas voté au gouvernement, mais à la Knesset. Et donc la Knesset avait été saisie du dossier. Et on n'avait pas trouvé une majorité suffisante parce qu'il y a toutes sortes de problématiques. Il y a des députés. Il faut savoir qu'il y a par exemple certains ministres, comme par exemple le ministre des Finances, qui est dans une situation ambivalente, puisque d'un côté, il est très proche, par amitié, avec un des patrons d'une compagnie gazière qui veut avoir bien entendu un maximum de bénéfices, et d'un autre côté, il est le ministre des Finances, c'est Moshe Kahlon. Il a promu un plan visant à défendre les couches sociales les plus défavorisées. Donc il est dans une situation problématique. Là aujourd'hui, on revoit une deuxième copie. Le gouvernement a voté une copie qui est plus favorable à l'ensemble de la population israélienne, à l'État d'Israël, et moins favorable aux compagnies gazières qui ont un monopole puissant, qui sera un tout petit peu moins puissant en termes de chiffres, on va dire tout simplement, on va essayer d'expliquer, c'est assez compliqué. On va dire le coût d'une unité de production de gaz est de 0,1 dollar, d'un demi-dollar. Les compagnies gazières voulaient les revendre à
$6, vous voulez les revendre à $6, c'est un trop grand profit. Aujourd'hui, l'accord est autour de 4,7 à $5. Donc, quelque part, les compagnies pétrolières et gazières ont accepté de réduire leurs bénéfices. Elles vont devoir investir dans le grand gisement gazier de Léviathan, de la Baleine. C'est un immense gisement gazier qui va faire d'Israël l'un des plus grands pays producteurs de gaz. Et ils vont investir là-dessus, ils vont récupérer certains bénéfices, mais l'État d'Israël va aussi pouvoir récupérer une partie importante des bénéfices pour pouvoir après les réinjecter dans l'économie, améliorer le coût de la vie des Israéliens. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que le gouvernement de Binyamin Netanyahou essaye de faire tout en étant également très proche de ces deux grandes compagnies gazières, Noble Energy et Delek. Merci beaucoup Daniel Haïk pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que donc la prochaine étape pour cet accord, ce sera la Knesset qui va devoir elle aussi donner son feu vert après le cabinet israélien. La partie donc n'est pas gagnée d'avance. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants pour la troisième partie du grand direct. On parlera notamment de ce dénouement heureux en France après l'enlèvement d'un petit garçon de 4 ans. Il a été retrouvé en Gironde grâce à ce système alerte enlèvement. On en reparlera en longueur dans le grand direct. La suite du grand direct sur i2412. Merci de nous rejoindre. On parle tout d'abord de ce dénouement heureux en France dans l'affaire du petit garçon de 4 ans enlevé hier à Rennes. Le petit Rifki a été retrouvé sain et sauf à Libourne en Gironde. Le suspect principal a été arrêté. L'enfant et son ravisseur se trouvaient dans un TGV. Un dénouement heureux donc que l'on doit en grande partie au déclenchement du plan alerte enlèvement. Il a été testé pour la première fois en 2005 et il consiste à lancer une alerte massive. Plus de 50 canaux de diffusion sont utilisés, dont la radio, la télévision et les réseaux sociaux. Et c'est la 15e fois que ce système est déclenché dans l'Hexagone. Il affiche pour l'instant 100% de réussite. Un système qui a été mis en place par l'invité du Grand Direct ce soir, Nicole Gage. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc vous qui êtes à l'origine de ce système alerte enlèvement que vous avez initié lorsque vous étiez ministre droit des victimes. 100% de réussite. Encore un dénouement heureux aujourd'hui. Vous vous en félicitez, j'imagine. Oui, je suis soulagée et même émue, car c'est toujours avec beaucoup de tension que l'on attend le résultat de cette procédure. C'est une procédure que nous avons importée des États-Unis et du Canada et que nous avons adapté au mode français de communication, d'information et des services de justice et de police. Et effectivement, c'est un moyen qui nous permet d'utiliser toutes les technologies de la communication et de l'information pour faire en sorte de mobiliser un pays tout entier à la recherche du ravisseur d'un enfant. Et ça a donc fait ses preuves. Qu'est-ce qui justifie le déclenchement de ce système? Quels sont les critères? Alors effectivement, il y a des conditions très précises qui sont imposées pour que l'alerte soit déclenchée. Elle ne doit l'être que de façon exceptionnelle, bien entendu, pour que l'on puisse distinguer l'enlèvement, des fugues ou autres disparitions accidentelles. Et il faut donc qu'il s'agisse de la disparition d'un enfant mineur, il faut l'autorisation de ses parents et il faut que l'enlèvement soit avéré. C'est-à-dire que l'on soit certain que l'enfant a bien été enlevé. Pour cela, il nous faut des indices qui concernent son ravisseur ou le moyen de transport qu'il a utilisé. Ce peut être une voiture, ce peut être n'importe. Voilà, il nous faut absolument avoir la certitude que c'est un enlèvement. Et à ce moment-là, eh bien, nous déclenchons cette procédure, vous l'avez rappelé, sur les chaînes de télévision, de radio, sur tous les réseaux sociaux, sur Internet dans son ensemble, et puis sur les autoroutes, dans les aéroports, dans les trains. Et là, cette fois, effectivement, c'est dans un train que l'enfant a été retrouvé parce qu'un passager d'un train a donné le signalement. Donc c'est effectivement ça la clé. Et puis je crois que c'est aussi cette mobilisation et cette solidarité nationale qui fait le succès. C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné et qu'à partir du moment où l'alerte est lancée, eh bien, chaque Français sur notre territoire est en veille. Et c'est pour cela que je crois cette méthode a un caractère très dissuasif. Il faut que chaque prédateur, pédophile ou ravisseur d'enfants sache qu'il a un pays entier à ses trousses et qu'il ne doit pas passer à l'acte.
Cette fois-ci encore, cet homme l'a fait évidemment à tort. Et l'enfant a été retrouvé, je m'en réjouis vraiment. Et cette fois-ci encore, le système a fait ses preuves. Et pourtant, vous me le disiez hors antenne, lorsque vous avez initié le projet, personne n'y croyait vraiment en France. Non, et on s'y est même beaucoup opposé. J'avais mis en place un groupe de travail réunissant des représentants des médias, des associations de victimes et autres. Et on m'a rendu un rapport négatif en m'indiquant que, eh bien, on risquait des témoignages intempestifs, des gens irresponsables qui pourraient appeler pour n'importe quelle raison et en tout cas ainsi retarder ou compromettre les recherches. Il n'en est rien. En fait, je crois qu'il faut avoir confiance en l'homme et cette méthode est une méthode qui le prouve. Elle le prouve d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, depuis qu'elle a été mise en place, cette procédure, elle a permis de retrouver tous les enfants enlevés. Il faut se dire qu'il y a un peu plus de 10 ans, pour rechercher un enfant disparu, on utilisait une méthode archaïque, maintenant on le pense ainsi, c'est-à-dire qu'on faisait la photocopie de la photographie d'un enfant qu'on apposait sur les vitrines des magasins alentours de la disparition. C'était terrible et ça ne donnait que très très peu de chance aux enfants enlevés. Aujourd'hui, on leur en donne plus, même si j'ai quand même envie de rappeler qu'il ne faut jamais crier victoire, que ce n'est pas une science exacte, que tout peut arriver. Donc, soyons plutôt à la fois vigilants et dissuasifs, faisons bien entendre le fait que nous avons les moyens de rechercher des enfants enlevés. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, cette méthode a été importée des États-Unis, il a fallu l'adapter en France. Quelles étaient les différences ? Globalement, on s'en est tenu à des conditions que je vous ai rappelées tout à l'heure. Il faut effectivement absolument avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Après, eh bien, ce sont les services de police et de justice qui adaptent les systèmes de recherche et le système qui consiste à prendre la décision de déclencher cette procédure. Merci beaucoup, Nicole Gage, pour toutes ces précisions. La scène avait été visionnée des millions de fois sur le net. Le 19 juillet dernier, Mick Fanning était attaqué par un requin près d'une plage d'Afrique du Sud. 3 semaines plus tard, le champion australien reprend le chemin des vagues, direction un spot tahitien. Maëlle Benoliel nous en dit plus. Souvenez-vous, c'était il y a un mois. Cette scène spectaculaire, filmée en direct, a été visionnée depuis plus de 21 millions de fois. Le miraculé, tel qu'on le surnomme désormais, est de retour à l'eau. Un mois après avoir eu la mauvaise surprise de croiser la route d'un squale de 3 mètres, bien décidé à le transformer en repas du jour, Mick Fanning a repris la compétition ce week-end à Tahiti. Très attendu suite à sa mésaventure à Jeffrey Bay, l'Australien n'a montré aucun signe de fébrilité sur le spot renommé de Tiupu, bien au contraire, malgré des conditions météorologiques peu clémentes. C'était super de retourner à l'eau et de se concentrer seulement sur le surf à nouveau. Il y a eu tellement de buzz et d'attention médiatique après l'attaque que je voulais juste passer à autre chose. C'est arrivé, on en parlera plus tard, ça me fera une histoire à raconter quand je serai vieux. Mais c'était vraiment super de retourner à l'eau et les conditions sont vraiment difficiles ici. Et cette fois, pas de requin à l'horizon, mais des tubes que le triple champion du monde de surf a su prendre comme il faut pour terminer en tête des premières séries de cette compétition, comptant pour les championnats du monde. Je pense que tu te concentres sur toi et tu essaies de faire la bonne chose au bon moment. C'est tout ce que tu peux faire en vérité. Et partout ailleurs, ici et tous les autres spots d'ici à la fin de la saison, ce sont des spots que j'adore, donc je ne suis pas en train de flipper par rapport aux endroits où je vais aller. Dans le sillage de Fanning, Kelly Masters-Slater, vainqueur lui aussi de ses premières séries à Tiupu. La légende américaine, déjà 4 fois vainqueur du Pro Tahiti et 11 fois champion du monde, a démontré une nouvelle fois à 43 ans qu'il faudra bien compter sur lui, cette année encore. Et aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche se poursuit ce week-end. C'est la foire régionale de l'Iowa qui s'est transformée en ring de boxe pour la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Solal Azerwal nous en dit plus. L'endroit n'a rien d'anodin. La foire régionale de l'Iowa est un rendez-vous incontournable pour les candidats à la Maison-Blanche. Le week-end dernier, cet État au centre des États-Unis est devenu le théâtre de l'affrontement entre les deux candidats en tête des deux partis majoritaires, ou presque.
La démocrate Hillary Clinton n'a pas croisé le fer avec le républicain Donald Trump. Par sa modestie affichée, la deuxième femme la plus puissante du monde a poliment évité l'excentrique milliardaire. Elle a pris quelques photos, serré des mains, tenu une conférence. Et plutôt qu'une confrontation directe avec le magnat de l'immobilier, l'ancienne première dame américaine a préféré répondre à Jeb Bush. Je trouve curieux que Jeb Bush défende les actions de son frère en Irak. Si c'est le cas, il doit raconter toute l'histoire, notamment les accords signés par George W. Bush et le gouvernement irakien de Maliki, qui prévoyait le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011. Cet accord a été signé par George W. Bush. Je me demande si Jeb Bush ne sait pas cela, ou s'il ne veut tout simplement pas rappeler ça aux électeurs. La polémique ne désenfle pas. Jeb Bush avait fait porter à Hillary Clinton la responsabilité de l'émergence de l'État islamique. L'État islamique a augmenté tandis que les États-Unis se sont désengagés du Moyen-Orient et ont ignoré la menace. Et où a été la secrétaire d'État Hillary Clinton dans tout cela? Clinton, Obama, des ennemis communs pour Jeb Bush et Donald Trump. Les invectives fusent et seul le milliardaire excentrique s'en prend à tous les autres. La majorité des gens qui donnent de l'argent à Jeb Bush, à Hillary Clinton et à tous les autres candidats sont mes amis ou mes ennemis, mais ce sont des gens que je connais. Ces gens-là ne financent pas leur campagne parce qu'ils les apprécient, croyez-moi. Il s'agit de la pire espèce d'individu. Quand ils financent une campagne, ne serait-ce qu'$1 million, ils contrôlent le candidat comme une marionnette. Il fera tout ce qu'ils veulent. Vraiment comme une marionnette. Hier, un ami lobbyiste m'a appelé. Il m'a dit « Donald, je veux investir 5 millions dans ta campagne ». Je lui ai répondu « Je n'en ai pas besoin, non merci, je n'en veux pas ». Arrivé dans son avion, Donald Trump dispose déjà de cet argent. Sa fortune personnelle est estimée à près de 5 milliards de dollars. Pendant sa visite de la foire de l'Iowa, il déclare être prêt à investir $1 milliard de sa propre poche. Le showman partage son American Dream et quitte le rendez-vous traditionnel des candidats à la Maison-Blanche en emmenant des enfants faire un tour dans son hélicoptère. Et retour en France, à présent, chasse au trésor, pique-nique géant et flash mob. C'est le programme de la journée des oubliés des vacances qui va se tenir ce mercredi à Paris. 70 000 enfants et leurs familles qui vont se donner rendez-vous pour cet événement qui se veut le point d'orgue des célébrations des 70 ans du Secours populaire. Retour sur cet anniversaire en images. Les vacances, c'est un droit. Pourtant, en 2014, un enfant sur 3 est près d'un Français sur 2 en son privé, faute de moyens. Ce dimanche, le Secours populaire célèbre ses 70 ans. Séjour en colonie, accueil dans des familles ou financement d'une partie du voyage, l'association s'emploie à réparer ce que son président appelle une injustice flagrante. Népalais, Grecs, Haïtiens, Ukrainiens, Syriens ou Français, tous sont réunis ce mercredi pour participer à une série d'animations dans Paris, encadrée par près de 10 000 bénévoles. Au total, 70 000 enfants et leurs familles, parmi lesquels 1000 enfants venus de 70 pays, dans le cadre du programme Copains du Monde. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, le Secours populaire a déployé des moyens exceptionnels. 600 bus et une dizaine de trains spéciaux ont acheminé ces vacanciers d'un jour jusqu'au point de rendez-vous, le Champ de Mars. La JOV, la journée des oubliés des vacances, a officiellement vu le jour en 1979, soit 34 ans après la création du Secours populaire en 1945. L'association s'appuie sur l'aide financière des entreprises ou organismes associés, mais aussi et surtout sur les dons des particuliers. Avec 50 €, un enfant peut profiter d'une journée d'évasion. Et focus à présent sur ces grands groupes pharmaceutiques qui s'intéressent de plus en plus au cannabis. Les entreprises qui se consacrent à la plante ont fait d'Israël un expert en la matière et les passerelles entre ces entreprises et les grands groupes se multiplient, comme nous l'explique ce reportage de Benjamin Le Souef. Israël fait le pari du cannabis. Les brevets se multiplient sur l'utilisation thérapeutique de la plante. Des brevets auxquels s'intéressent de près les grands groupes pharmaceutiques internationaux, comme l'israélien Teva. Il y a un cercle vertueux qui se déroule maintenant, une combinaison entre une législation sensée, la sensibilisation du public et la véritable percée scientifique.
Tout cela est à l'unisson, si je puis dire, avec une stratégie de propriété intellectuelle et de brevets qui permettra aux compagnies israéliennes de s'étendre à l'étranger, autant qu'elles bénéficieront à Israël. Si les vertus psychoactives de la plante sont reconnues, le cannabis soulève encore un débat passionné et pas exclusivement scientifique. Les tenants d'une libéralisation totale et ceux d'une législation restrictive, voire d'une interdiction, s'affrontent. Un débat qui freine encore la recherche. Les choses semblent changer pourtant. L'intérêt porté au cannabis par les grands groupes pharmaceutiques crédibilise un peu plus les entreprises qui se sont lancées dans la recherche pour déterminer l'efficacité thérapeutique de la plante. Avec la connaissance qui s'accroît sur le fonctionnement du cannabis, le cannabis a attiré l'attention en tant que traitement médical. Et maintenant, nous essayons de définir exactement quelles sont les vertus médicales du cannabis ou ses dérivatifs. C'est l'objectif avec les scientifiques aujourd'hui. Nous faisons des recherches qui nous permettront de compiler des données sur quelles maladies, quoi et quand utiliser le cannabis, quelle quantité et de quelle puissance. Une approche pragmatique qui fait de la recherche israélienne l'une des pionnières en la matière. C'est sur le domaine des brevets que se mène aujourd'hui la bataille du cannabis. En voulant racheter leurs brevets aux compagnies israéliennes, les groupes pharmaceutiques internationaux ouvrent une nouvelle voie au cannabis médical et offrent à la plante un avenir florissant. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Ce grand direct touche à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain soir sur notre antenne pour une nouvelle édition. En attendant, vous avez rendez-vous avec Alice de Comarmont pour un tour de l'actualité internationale en une dizaine de minutes. Il sera notamment question de ces nouvelles frappes aériennes du régime Assad en Syrie. Le cessez-le-feu n'aura donc pas duré longtemps. Je vous rappelle ce bilan, au moins 82 personnes qui sont mortes dans des raids, en majorité des civils. Plus de détails à venir dans un nouveau journal, c'est dans une poignée de secondes. Restez sur i24, nous c'est passé une très belle soirée sur notre antenne.